paysage de la nouvelle sculpture au Québec est varié et d'une vitalité surprenante. Pour arriver à identifier ce qui la caractérise, pour reconnaître les tendances, les idées qui lui donnent son impulsion, pour comprendre les formes multiples qu'elle prend aujourd'hui, nous avons interrogé des individus pour qui la sculpture est à la fois un mode d'expression et un style de vie. Ces artistes vous sembleront sans doute différents les uns des autres, tant par leurs préoccupations que par les matériaux qu'ils et elles utilisent. Mais ils ont tous, très certainement, une chose en commun. Ils inventent non seulement des formes nouvelles en sculpture, mais ils contribuent à redéfinir la société. Lorsqu'on est comme à l'intérieur de ces espaces-là, c'est vraiment comme si on était à l'intérieur d'une bulle magnétique complètement protégée par la lumière et puis la noirceur à l'extérieur. Ça donne des effets pas mal intéressants. Si on prend une optique de faire, mettons, de la sculpture ou de l'installation comme étant un tout dans lequel on voudrait vivre, okay, en tant qu'objet nous encerclant ou quelque chose comme ça, c'est que ça devient quasiment de l'environnement. Ça devient plus une notion de monument commémoratif ou quelque chose comme ça. Ça devient comme un peu l'inverse de la sculpture traditionnelle du monument qui commémore quelque chose. Là, on est comme englobé à l'intérieur d'une sculpture qui peut, si idéalement, peut arriver à influencer notre vie. OK, pas de problème, ils sont classés. Ça va? On va prendre des bons coups de vent. Je me souviens, une fois, à cette île, on avait fait une installation comme ça. Puis les bateaux passent quand même pas mal près de cette île. Puis un pétrolier, entre autres, qui passait. Et puis il a décidé de mettre le cap sur ma sculpture au lieu de le mettre sur le signal lumineux qui indique le chenal du fleuve. Puis il rentre en communication avec les gardes de côte, puis il se demande c'est quoi ce code-là, on ne le connaît pas. Il y a des lignes horizontales, des lignes verticales. Puis le gars, il dit occupe-toi pas de ce signe-là, c'est une sculpture. Engage-toi dans le chenal. Il s'en allait s'échouer complètement. Un pétrolier pour ça. Il y a un pas qui est infranchissable pour l'art. Dans la mesure où on est devenu carrément trop sérieux. Parce que l'art, en partant, c'est sérieux. En tout cas, veut pas. Puis si en plus on devient trop sérieux dans une chose qui est déjà sérieuse, moi j'ai l'impression que je vois pas de solution ailleurs que dans le doute. Puis pour douter, il faut pouvoir en rire un peu. Ben non seulement il faut pouvoir en rire, mais il faut pouvoir expérimenter. Puis pour risquer, il faut questionner les matériaux. On n'a pas le choix. C'est les risques. On ne peut pas les prendre avec du bronze. Qu'est-ce qui déclenche, le déclencheur, disons, en atelier, là? Qu'est-ce qui fait que je fais des choses? Ça, bon, c'est surtout pas ce qui est à la une au devoir, c'est pas du tout, parce que de toute façon, je prends mon information là, puis ça, c'est réglé, je rentre en atelier. Là, il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte. Hein. Ça dépend de quel matériau j'ai. T'sais. Puis si j'ai ce matériau-là de telle quantité, je vais pouvoir faire une pièce plus grande. Tout ça. Il y a un paquet il y a tellement de hasard, dépendant des disponibilités, tout ça. Et puis, je sais pas, moi, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'il y a sur ma table de travail, qu'est-ce que j'ai laissé la veille, et puis tout ça, c'est comme une boule qui tourne, puis finalement, on ne sait pas où elle va arrêter, qu'est-ce qui va se produire. Mais pour moi, c'est tout entier du côté du poétique, et puis je laisse aller. Hein. C'est des métaphores, je sais pas, mais je veux surtout pas savoir où ça va me conduire aussi. Parce que là, à ce moment-là, j'aurais l'impression de faire un travail qui serait plutôt de l'ordre de l'illustration. Ma définition du travail artistique, elle n'est pas là. Hein. C'est que je veux découvrir des choses sans doute sur moi. Puis là, à la fin d'une série, bon, ben, je vais pouvoir faire des liens par rapport à la série précédente. Ça peut réaliser que peut-être que je fais toujours une même chose, mais dite de façon différente.
J'ai d'abord commencé à travailler avec le bois, à faire de la peinture sur le matériau bois comme tel, puis ensuite la sculpture sur le bois. Le bois, c'est vraiment c'est une histoire de cœur d'abord pour moi, pour différentes raisons. Ça représente beaucoup de choses. C'est aussi un matériau qui me permettait d'imaginer comment dire, une forme de narrativité, de récit à l'intérieur des pièces que je faisais, parce que le bois a déjà une histoire qu'on peut utiliser. Et puis, par exemple, avec des contreplaqués trouvés à Montréal, avec ça, je reconstruisais des maisons de banlieue. Il y avait comme une logique du matériau, c'est-à-dire cette logique-là, ce matériau-là dictait les formes que j'allais faire. Je fonctionne par série. Bon, il y a eu des ours, il y a eu des oiseaux. Bon, de donner une signification précise, je pense qu'il y a comme un lieu commun, là, puis ça serait des images de l'enfance, peut-être. Comme si c'était pas des ours, des figures très schématisées, ça devient comme des nounours. Les oiseaux-fleurs, ça serait comme une autre symbolique. Mais bon, en tout cas, si je fais un lieu commun à travers tout ça, à partir des maisons, des maisons du groupe des 7, après ça, ça a été des maisons paysages. Il y a toujours un enchaînement, les paysages bio. Puis là, c'est apparu les bio-ours. C'est comme si, finalement, les images s'imposent. Je n'ai pas décidé à un moment donné de faire un ours. C'est apparu comme ça dans ma figuration, puis ça s'est comme imposé. C'est sûr que, rétrospectivement, après tout ça, je peux regarder ça puis me dire, bon, il y a des lieux communs, puis c'est peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'enfance. C'est des images... C'est des images qui représentent certainement quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, là. Mais ça, je m'arrête pas. Bon, je suis conscient, mais je m'arrête pas tellement à ces questions-là, là, symboliques. Où, mon but, là, c'est pas une psychanalyse. Le bois est un matériau qui réserve toujours des surprises. Puis on ne sait jamais, le fait de trouver un nœud, un endroit où, disons, ça craque, puis ça t'empêche d'aller dans la direction que tu voulais, par exemple, pour la coupe, bien là, tout simplement, il faut suivre, il faut improviser à partir de ça. Il y a comme un échange qui existe toujours avec le bois. C'est ce qui fait que... C'est ce qui rend la chose importante. Ça ici, c'est la maquette, et puis c'est la pièce à réaliser. Ça va être en acier Corten, donc un acier qui rouille. L'acier va être formé, soudé, donc ça va avoir cet aspect-là, sauf que l'échelle, ça va avoir une douzaine de pieds de haut. Ça s'appelle la Bête Noire, puis ça va devant un centre pénitentiaire qui va être construit à Sherbrooke, donc une prison. Et puis j'ai joué sur ce côté, l'aspect sympathique d'une nounours. Et puis, pourtant, bon, on sait que l'ours, en plus, on pourrait dire qu'il est gras comme un voleur, mais également, toujours de manière très, très ironique, on va dire, bon, l'ours, il est voleur, il a la réputation de voler les paniers de pique-nique, des choses comme ça, mais il est très gentil. Il est quand même adorable, on l'aime. Donc, c'est ce côté-là que j'ai voulu mettre en valeur. Et il est également, bon, le socle, il est à l'échelle d'un piédestal, comme si l'animal était dompté. Il fait une cabriole. Par contre, il est très irrévérencieux. À l'entrée, ce qu'il va nous présenter, c'est son derrière, c'est pas le visage. Il garde un peu un côté sauvage. Cette pièce qui s'appelle Marine, le nœud, c'est le bateau saint. Il fait 5 symboles féminins, finalement. Il y a le matériau bois qui est considéré comme féminin parce que le bois, étymologiquement, il est matériau parce qu'il est matrice, parce qu'il crée, finalement. Ensuite, il y a les crevasses, donc la grotte, un autre symbole féminin. Et puis la barque aussi, la barque qui porte, et puis qui est un autre symbole. Donc, à travers tout ça, il y a un système qui est inconscient et puis bon, qui est plus de l'ordre de la phénoménologie, par exemple. C'est deux choses, travailler avec des formes à l'atelier et puis travailler avec les mots pour la réflexion.
La sculpture que tu es en train de terminer ici, on va la retrouver dans quel genre d'environnement? On la retrouve à l'extérieur, en aluminium, aux eaux de Québec. Et puis moi, j'utilise la matrice, je la travaille. Mon intention, c'est de faire 2 ou 3 pièces de ce gabarit-là. Et puis, avec sensiblement cette idée de la feuille qui tombe et puis qui change de sens en tombant. Comme de l'autre côté, c'est un cœur, et puis de ce côté-ci, c'est une feuille. On m'avait demandé de créer une pièce qui reflète l'harmonie de l'homme et de la nature. Je trouvais ça délicat d'arriver avec un animal dans cet endroit-là, parce que les animaux sont en cage là-bas, tout ça. Et puis, j'ai plutôt imaginé cette pièce sur le site où on voulait que j'installe la pièce. Il y a un très bel érable, ça, c'est que j'ai imaginé cette feuille qui tombait de l'arbre. Et puis, cette feuille, bon, pour montrer que cette nature est vivante, il y a l'image du cœur derrière, comme un cœur qui bat, et également comme le cœur de la forêt. Ça se passe beaucoup plus simplement que ça. Tu sais, je pense que je me lève le matin, puis ça, j'ai l'impression de le dire, puis on dirait que ça n'a pas d'allure de dire ça, mais je me lève le matin, puis quand je me lève le matin, tu sais, je dis pas, bon, j'aborde la question du Chili aujourd'hui, puis le lendemain matin, je me lève, puis j'aborde la question de la Chine. Puis le lendemain matin, bon, ben, l'exode en Allemagne de l'Ouest. Tu sais, ça marche pas de même. Finalement, c'est tellement simple. Je me rends compte que je travaille, point. Tu sais, puis après ça, on me classe. Là, c'est ça. Je peux partir du fait qu'on peut déjà dire qu'on vit dans l'abondance. À la limite, on pourrait dire qu'on a les pieds dans le crémage, puis que la plupart du temps, on entend le monde brailler, chialer. Je pense qu'on n'en aura jamais assez. Souvent, les mots sont tellement habiles à décrire des climats psychologiques. Souvent, je cherche à travers les objets cette même, peut-être, prégnance ou cette même justesse, ce qui est difficile. Généralement, je peux utiliser plusieurs matériaux lors de la construction d'une pièce. D'ailleurs, les pièces sont multipartites, ce qui me permet de travailler avec plusieurs matériaux, de concevoir chacune des parties avec un matériau qui qualifie différemment ces objets-là. Par exemple, souvent, j'oppose des formes moulées où les traces du fer sont à quelque part distantes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs opérations dont on perd les étapes pour avoir un objet qui est plus alchimique ou plus magique. Et à ça, souvent, j'oppose des parties qui sont beaucoup plus construites et à travers lesquelles on peut repérer les traces de fabrication. La plupart du temps, les objets naissent avec une couleur. Disons que je les vois avec... quand je commence à travailler, souvent, j'essaye de cerner un climat psychologique et la couleur est pensée en même temps que la construction, que les étapes de construction de l'objet. Par exemple, justement, quand je prends les résines, je travaille la matière avec la couleur, puisque c'est une matière qui est teinte au départ. Et finalement, en coulant des couches et des couches de résine, ça donne une espèce d'intensité à ces couleurs-là. Tandis que les formes en bois, elles, je les colore souvent après, mais d'une façon aussi beaucoup par strates, c'est-à-dire que j'utilise toujours des couleurs transparentes. On ne perd pas vraiment le matériau de départ. La couleur devient comme une référence qui s'additionne à la matière.
Dans le scène ludique, le globe terrestre induit une vision finalement diminuée du monde, tandis que la couronne, une vision exagérée d'un artifice du pouvoir. Depuis quelques années, mes pièces sont souvent formées de 2 objets ou de 2 groupes d'objets. Pour moi, il y a une distinction entre l'idée de la dualité et l'idée du double. Quand on parle d'un double ou d'un objet qui est double, on entend un objet qui est composé de 2 parties identiques ou de 2 parties presque identiques, un peu comme des jumeaux, tandis que quand on parle de dualité, on parle plus d'une relation entre 2 éléments. Et c'est finalement ce type de relation-là que je développe à travers les objets plus récents. Par exemple, dans le cas de la pelle, finalement, le premier objet qui a composé la sculpture était un grand porte-voix fleur. Et peu à peu, cet objet-là a amené une réponse qui s'est concrétisée par un deuxième objet. Alors, finalement, c'est dans l'idée d'une complémentarité entre les 2 éléments que j'ai développé les objets. La Tour dans les âges, qui est une œuvre antérieure. On avait au centre de l'installation une tour et sur le mur un miroir. Et alors que le spectateur, en premier lieu, était confronté à l'objet en soi, le miroir lui renvoyait à la remémorisation de l'objet. Finalement, c'était comme une espèce de référence à l'image remémorée. Alors, le parcours se jouait à un niveau physique et puis tout à coup temporel, un peu comme le souvenir dans notre mémoire, les images remémorées. Ce qui est important, c'est au moins avoir l'impression que je touche les gens. Mais quand je parle des gens, je parle pas du milieu de l'art. Tu parles du public? Je parle du public, puis faut quand même... Moi, en tout cas, je produis en milieu ouvrier. Puis je pense que c'est devenu important que j'atteigne ces gens-là. OK? Puis je le fais peut-être probablement par le biais de l'humour. C'est peut-être... Mais je pense que l'humour s'est développé en raison de ce type de public-là aussi. C'est comme un dialogue doit se faire avec le public. Parce que... c'est-à-dire, il se fait très, très, très peu avec le milieu de l'art. Je suis comme un peu surpris d'être assis à une table comme ça. Je parle très, très peu d'art. Ça m'inquiéterait, tu sais, de toucher que le milieu de l'art. Ça, c'est une inquiétude là, profonde. Une fois qu'on est connu, on est un peu, on peut se sentir un peu obligé de produire d'une certaine façon pour répondre aux attentes. Une fois qu'on a atteint un certain niveau, un certain palier, est-ce qu'on sent qu'on a besoin de produire toujours dans le même sens? Est-ce qu'on est aussi explorateur une fois qu'on a atteint un certain niveau de reconnaissance? C'est peut-être à ce moment-là, des fois, qu'on commence à voir, mettons, de la répétition, des choses comme ça. C'est un piège. C'est un piège qu'il faut éviter, ça, je crois. Parce que c'est la facilité, c'est la solution de la facilité à ce moment-là. Bon, on a, mettons, on pourrait dire, entre parenthèses, une marque de commerce, on décide de l'exploiter.
petit peu, hein? Bon. OK. En fait, c'est un dessin dans lequel je voudrais faire des lignes lumineuses, mais des lignes lumineuses très, très petites. Ça veut dire 1/16e de pouce d'épaisseur. Et je voudrais que la ligne passe comme ça à travers le ciel, ici et ici. Et ça remonte ici pour refaire le même volume. OK? Le néon va être en dessous du dessin. Le dessin, lui, va être collé sur un plexiglas transparent, puis ensuite gravé. Donc, la lumière va sortir par en arrière du dessin. OK? Et le néon qui va se placer à l'arrière va être comme ceci. Donc, on le voit un petit peu au travers. Ça arrive à peu près ici, comme ça. J'utilise l'ordinateur dans une partie du processus de l'élaboration d'un projet. Donc, lorsque j'élabore un projet d'envergure, une installation, quelque chose comme ça, je vais commencer par faire des petits croquis sur du papier. C'est ce qu'on appelle, en fait, les ébauches que je vais travailler. J'épluche toutes les idées. Et lorsque le dessin commence à être assez précis, lorsque j'ai besoin de dessiner à l'échelle, là, je vais travailler maintenant avec l'ordinateur. Et là, avec différents programmes, je peux le faire pivoter, le changer de position en perspective. Et aussi, ce qui est un autre côté très pratique maintenant, c'est qu'on peut changer de couleur comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut peindre notre sujet d'une couleur et on a juste à faire un process color, comme on dit. On fait juste changer la couleur et en dedans d'1 minute, la couleur est complètement différente. Donc, au niveau de l'élaboration des idées, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc, on fait nos tests beaucoup plus rapidement. La maquette, c'est qu'on peut vraiment pivoter tout le tour et faire des essais d'éclairage qui sont quand même manuels. C'est-à-dire, on peut toujours faire ça avec un ordinateur. L'image que l'ordinateur va donner, ça va toujours être une très belle image, bien dépolie et tout, alors que la maquette, c'est quand même un objet tridimensionnel qu'on a dans les mains. C'est quand même un contact avec la matière et non pas avec un écran. C'est comme si, au niveau mental, on entrait encore plus dans l'élément. C'est-à-dire, c'est la texture du foam core peinturé, par exemple, qui va nous attirer. C'est tous des petits détails comme ça qui vont nous attirer, ce qu'un ordinateur ne peut pas donner, un contact avec la matière en tant que tel. Techniquement, c'est un tube de verre dans lequel il y a un gaz, qui est soit de l'argon ou du néon. Ou souvent, aujourd'hui, on mélange l'argon un peu avec du néon, là, pour une question technique. Et à chaque extrémité du tube, il y a 2 électrodes, qui sont des pièces métalliques dans lesquelles le courant arrive. Travailler le néon en art, justement, on peut très vite se faire étiqueter comme quoi qu'on travaille des choses qui sont publicitaires ou des choses qui sont, entre guillemets, commerciales. Ou, je dirais même des fois, là, un petit peu bébelle, là, comme on peut voir des fois. Alors, il faut quand même faire énormément attention à ça. C'est un gros piège parce que c'est un médium qui est quand même très connu. En fait, le néon, ça existe depuis le début du siècle. Il y a eu des gros booms dans l'histoire, soit les années 30 ou dans les années 50. C'est cyclique, ça vient, ça va. Mais le traitement du néon d'une manière artistique ou, je dirais, peut-être contemporaine, c'est quand même relativement récent comme concept, peut-être, je sais pas moi, une vingtaine d'années. Je trouve que ça peut avoir un impact très, très intéressant. Mais il faut savoir les utiliser là, adéquatement pour ne pas tomber dans le commercial. Un parc est un travail d'aménagement paysager. Ça fait partie de l'urbanisme d'une ville. Les installations que je faisais étaient beaucoup plus intimes. Je veux dire, c'était un travail qui, au départ, je crois, avait une résonance autobiographique parce que j'ai été élevée dans un environnement particulièrement paysager, même si c'était au centre-ville presque, mais c'était entre le cimetière de la Côte-des-Neiges, les jardins de l'Oratoire Saint-Joseph.
les jardins des couvents où je suis allée. Alors pour moi, le jardin, c'était pas uniquement là, un lieu de verdure, c'était un peu de mon enfance dont je parlais. J'ai travaillé pendant à peu près 5 ans sur des installations où il y avait ce qu'on pourrait appeler un certain vide par rapport à une période précédente où je façonnais des objets. Et puis, c'est ce que je fais encore maintenant. J'ai recommencé à fabriquer des objets. Pendant cette période-là où je travaillais en installation, je travaillais davantage sur l'espace que sur l'objet même, sur notre relation à l'espace, sur notre perception de l'espace. Puis finalement, c'était notre perception en tant qu'être humain qui devenait l'objet de mon travail. Dans une pièce comme celle-ci qui traite de la publicité, qui en général a tendance à être... à vouloir écraser le spectateur, à vouloir enfoncer son message à tout prix, là, j'ai choisi de réduire le format puis de m'accorder avec une dimension là, humaine, c'est-à-dire, même si présentement l'œuvre n'est pas dans son... est pas installée de façon permanente, normalement elle devrait être montée un peu au mur, ce serait quand même pas tellement plus haut qu'une personne d'une taille normale. Et puis ça, c'est un peu pour entraver le processus là, de la publicité. C'est pour aller à l'encontre de cet effet là, de coup de marteau là, que la publicité a comme mode de fonction habituellement. Little problem here. Comment ça? Regarde ça. Peut-être que je pourrais avoir des aptitudes en mécanique, mais je ne les ai pas encore développées beaucoup. Alors, pour cette pièce-là, j'ai fait réaliser le mécanisme. On a travaillé en collaboration. C'est mon ami qui l'a réalisé. Et puis, je lui disais ce que je désirais. On faisait des tests et puis on ajustait en conséquence. Je crois qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, tout réaliser soi-même. Il y a tellement de matériaux, tellement de techniques qui nous proviennent de l'industrie, qui nous proviennent de nouvelles technologies. On ne peut pas tout faire. Il y a beaucoup de choses que je peux faire en atelier, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont essentielles et puis qu'il faut aller chercher. Sans mettre de l'huile dessus? Oui, j'en ai mis un peu, là, mais on va le faire encore un peu, puis peut-être... on va le faire... On va demander à Antoine. On va... Si on regarde là, mon travail récent, il ne semble pas y avoir de matériaux préférés. Il y a au contraire une débâcle de matériaux. Il y a toutes sortes de choses. Une des dernières, là, des toutes récentes, la course, si on en fait le décompte, il y a du polyuréthane expansé, il y a de l'acier inoxydable, il y a du plomb coulé, il y a du ciment fondu, il y a de l'eau, il y a du bois. Je ne choisis pas finalement le matériau, je choisis l'objet en premier. Je choisis la texture, la sensualité des surfaces, des couleurs, des matières. J'ai pas de réticence à développer une technique à partir de ce matériau-là. Je sais pas tous les travailler, mais on apprend. Je fais pas de censure au départ parce que j'ai pas la technique. Je sais que j'aimais beaucoup le public d'une école élémentaire parce qu'ils n'ont pas trop d'a priori, pas encore. Mais aussitôt qu'on arrive au secondaire, c'est tous les clichés des parents. Je veux dire, ils regardent pas ça avec un œil pur. Ça n'existe pas, ça. On répète. On est formé de choses apprises. Oui, c'est un fait, mais... C'est qu'elle venait pas me dire, c'est le fun, le grand public, il est pur. Ça dépend, Non, on n'a pas dit... Moi, t'as dit, moi, quand j'ai fait la ça dépend de la nature. je l'ai fait avec un concept avec lequel je travaille sur l'archéologie avec des enfants de mon village.
Ça a été assez couvert, cette murale-là, parce que le monde, ils l'ont aimé. Je l'ai faite aussi pour le monde, pour ma communauté, puis elle me le rend extrêmement bien. Donc, j'ai demandé la participation des enfants. Je me suis complètement intégrée dans le village, dans les enfants que je rencontre tous les jours, puis qui ne savaient pas qu'est-ce que je faisais. Et tout ça, ça m'a donné l'occasion d'en parler aussi. Puis on a fait une œuvre comme collectif. Puis ça a été une grande pièce en réalité, parce que là, on s'est rendu compte de plein d'affaires. Les enfants ne connaissaient pas le milieu où ils vivaient. À l'école, ça a été toute vraiment, j'ai eu une participation extraordinaire de l'école. Plus ça va, plus je me rends compte que c'est à l'origine de l'enfance aussi. On n'en parle pas beaucoup dans le fait. Pour moi, ça a été la rencontre aussi avec les Amérindiens parce que ça a été... c'est une autre langue, c'est d'autres codes, c'est d'autres signes que les miens. Pourtant, on vit dans le même espace. Quand tu es dans une autre culture, tu es obligé de faire silence puis d'observer. Dans la terre de sang, j'ai utilisé une diapositive que j'ai prise dans un musée où on a des animaux sauvages qui sont momifiés, qui sont complètement figés, de telle sorte que, aussi dans notre façon de penser, à quelque part, on aime la mort propre. On ne peut pas tolérer les animaux migrateurs parce qu'ils dérangent nos autoroutes. On ne peut pas tolérer d'autres individus qui pensent différents de nous parce qu'ils nous dérangent. Alors, on l'a figé là, dans une position vraiment naturelle, en taxidermie. Donc, c'était comme si les gens préféraient voir la nature dans, tu sais, un loup empaillé, c'est pas menaçant. Quand je travaille, je deviens comme très fermée aussi. Je vais être une personne qui va en social, va parler beaucoup. Puis quand je travaille, je me renferme, là, puis je réfléchis. C'est à moi, ça. C'est prendre possession de ces violences intérieures ou ces questions. Prendre le temps d'y penser aussi. Après ça, tu les distribues. Un coup que tu les as faites, ils sont plus à toi, hein. Moi, je trouve que la qualité principale pour n'importe qui veut faire un métier comme celui-là, c'est la générosité, parce que, maudit, on en donne du temps, on en donne beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Puis quand quelqu'un il vient dire « Oh, ben, tu sais, j'aime ça », il aime le soin que tu as apporté. T'aimes l'aspect que tu as donné aussi. Mais c'est des réactions. Non, c'est pas du tout dans C'est absolument essentiel que les gens... Un, c'est émotif, l'autre, c'est intellectuel. Non, mais c'est essentiel qu'un public finisse par admettre à quelque part qu'on a un travail. C'est quand même pas la critique qui vient veiller chez vous tous les soirs, là. C'est le monde qui t'entoure, d'abord. La dernière exposition sur l'eau, c'était un vol de canard. Ça avait lieu
au musée du Fjord de Ville-de-l'Abbé. Mais ça avait quand même... Tu sais, il y avait toute une approche critique par rapport au milieu de conservation qui est un musée, là, parce qu'il fallait que les gens volent l'exposition au musée. Okay? C'est devenu quand même presque follement amusant, c'est de voir les gens se présenter au musée pour aller voler. C'était... parce qu'il y avait quand même 3200 têtes de canards à voler. Ça amène énormément de gens au musée. Est-ce qu'ils ont été tous volés ou les gens ont hésité? Non, ils ont tous été volés. Non, c'est que le problème que la directrice du musée avait, c'est qu'à un moment donné, elle s'est ramassée avec une salle vide puis une exposition qui continuait. OK? Ce qui fait que ça devient un peu embêtant parce que les gens qui se présentaient au musée, normalement, c'était les policiers qui rencontraient les journalistes pour dire que c'était le plus gros vol de canards qu'il y avait eu dans la région. À ce moment-là, ça devenait très poétique. Okay. C'était à l'automne. C'est critique aussi du système. Oui, mais c'était... oui, mais ça avait trait aussi à la conservation de l'environnement par le biais... Parce que les têtes étaient moulées en papier d'aluminium, puis que l'alcan, chez nous, bon, ben c'est un bon pollueur, un bon citoyen aussi. Oui, mais c'était tous les niveaux de conservation qui étaient englobés dans cette exposition. On a toujours l'impression qu'il faudrait exiger des gens qui suivent des cours d'art pour pouvoir comprendre, pour pouvoir nous suivre, pour pouvoir avoir l'impression de ne pas dire des conneries quand on parle de nos trucs. Ou bien on devient trop savant, ou on se veut trop savant, puis dans le fond, on devient insignifiant. Je sais pas à quelque part, mais moi, je pense jusqu'à un certain point, l'art, ça m'intéresse pas tant que ça. J'ai pas de savant discours autour de l'art. Je sais que je fabrique des choses, bon, je suis obligé d'admettre que je produis de l'art. C'est ma 11e année de production en temps plein. Il y a eu 4 ans où je refusais carrément d'exposer. Puis je refusais en particulier d'exposer en salle, dans les galeries. Puis, bon, c'était une question de principe, là. J'avais tendance à penser que c'était un milieu snob, qui s'adressait qu'à des gens qui se présentent aux galeries. Puis quoi que je le pense encore. Ça, je pense que ça n'a pas changé. Sauf que, bon, je pense que tôt ou tard, il fallait quand même que je présente les pièces. La première exposition, ça a été comme une menace. Parce qu'on m'avait offert d'exposer à l'espace virtuel Chicoutimi. Mais c'est après quatre fois qu'ils me l'ont offert, là, il y a eu comme une menace. Là, si t'acceptes pas, on te l'offre plus. Ce qu'on a derrière moi, c'est les grandes mopes canadiennes qui sont présentement en exercice. On les retrouve au bord d'exercice. En avant-plan, celle-là, c'est la première danseuse. Puis celle-là, c'est la deuxième, au cas où celle-là serait malade. Ce qu'on devrait voir par la suite, c'est les mopes qui se présentent pour les auditions.
les champignons, ça a fait suite aux Grandes Moppes canadiennes qui étaient le pendant écologique des Grands Bollets canadiens. Les études de champignons, ça me ramène aux Grands Bollets canadiens, que moi je considère comme une valeur sûre au niveau du Conseil des arts du Canada. Mais il y a des champignons qui sont faits avec des sacs. Ça va s'appeler cul-de-sac. J'ai utilisé 57 000 pailles pour la réaliser. Le projet est isolé, ça donne comme une espèce de structure de corail. Finalement, c'est du simili-corail idéal pour la piscine. Dans la même série, il y a des méduses, il y a des oursins, il y a un projet de port de plaisance qui est une arête de poissons où les voliers peuvent entrer. Là. Le projet, il s'appelle « Quoi offrir en cadeau ». Okay? Quoi offrir en cadeau. Le projet consistait à préparer la rivière pour l'hiver, c'est ce qui veut dire coiffer toutes les roches de tuque. Puis en fait, ce serait plutôt un projet de type communautaire. Je l'avais fait sur la rivière, une rivière à Alma qui s'appelle la Petite Décharge. C'est une rivière qui coule en ville. C'est là que j'ai pris mon titre, quoi offrir un cadeau. C'est qu'en fait, c'est une rivière qui n'a pas d'eau, parce que l'Alcan, ils ont des barrages sur les rivières. Ce qui fait que tu as une rivière qui passe en pleine ville et qu'il n'y a pas d'eau. La nouvelle sculpture n'est plus une forme figée dans le temps. Elle n'est plus un objet inerte servant à commémorer un moment ou une figure historique. Elle est devenue un dialogue ouvert, un dialogue avec les matériaux, une relation vivante avec la matière, un échange aussi avec le public et la critique. Mais c'est surtout la société dont ils font partie que ces sculpteurs interrogent. Plus qu'une simple production plastique, leur travail se veut aussi un questionnement sur l'environnement, le milieu urbain, l'imaginaire, l'excès, l'abus, le pouvoir, l'intolérance, l'indifférence, la différence. Mais comment ces sculpteurs eux-mêmes font-ils le lien entre les œuvres qu'ils produisent, leurs démarches respectives et leur engagement social? Comment leur travail devient-il un commentaire sur le monde actuel? La lumière que je travaille, ça symbolise la vie. Ça, je pense que beaucoup de gens le savent, mais j'accentue encore le fait davantage. C'est que la lumière symbolise la vie et la forme de la lumière, c'est-à-dire les tubes de verre en tant que tel, va symboliser comme une architecture virtuelle, une architecture imaginaire qui est provoquée uniquement par la lumière. Un travail sur le rapport entre la nature et comment on l'aperçoit dans nos villes, un rapport entre la culture et la nature, très lié à l'architecture. Notre corps en premier avec notre environnement immédiat
Et puis aussi, le corps par rapport à l'habitat. Après ça, par rapport à ce qu'on appellerait la place dans la ville. Alors, c'était un lieu qui partait de l'intime et puis qui allait vers quelque chose de plus social. Il y avait aussi une autre installation qui s'appelait Better Home and Garden. L'espace central était très vide. Tout se passait en pourtour. C'était finalement le spectateur qui donnait son sens à l'installation. L'installation existait à partir du moment où il y avait quelqu'un à l'intérieur. Tout était en rapport avec la personne. C'est un travail sur soi plus qu'un travail extérieur à soi. Parce qu'OVNI, ça voulait dire où vont nos impôts. Puis cette exposition-là, je l'avais présentée dans la période où les gens produisaient leur rapport d'impôts. Parce qu'il y a beaucoup de projets militaires au Saguenay. Chez nous, dans l'ordre, t'as le camp, l'Union, t'as la base militaire, puis t'as le secteur des pâtes à papier. Okay? Ce qui fait que la région est beaucoup axée sur le secteur militaire, entre autres un champ de tir. Il y a aussi la réserve navale, Chicoutimi. Bon, puis tous les vols en rase-motte au Labrador. Avec le projet d'expansion du ministère de la Défense du Canada, le nombre de vols passerait à 40 000 par année, dont 27 000 en basse altitude. L'OTAN subit actuellement de fortes pressions populaires pour limiter les essais en Europe. Je pense que ma production devient absurde à un moment donné dans le système tel qu'on le vit. Je pourrais les multiplier, puis je pourrais les multiplier, puis je pourrais les multiplier. Puis dans le fond, je me ramasse toujours avec une espèce de production qui ressemble à des sets, des collections, des panoplies, des excédents, des armées, des surplus, des éventails, des tas, des grappes, des quincailleries, des groupes, des ensembles, toutes des synonymes. Mais c'est à peu près la base de ma production, finalement. Mais c'est vraiment trop. C'est toujours trop, puis pourtant on vit dans l'abondance, puis il semble pas, en tout cas, que ça rende les gens trop heureux. Je suis natif de Rimouski, donc déjà on est au bord de l'eau et puis j'ai un imaginaire, j'ai une enfance reliée à ces paysages fluviaux, on pourrait dire, au monde rural. Donc en venant ici, en m'établir ici, c'était un retour à cette nature-là finalement. De voir le fleuve ici l'automne, le fleuve avait la couleur du plomb à ce moment-là. Donc ça m'a donné le goût d'utiliser le plomb. Et ça m'a amené à utiliser des matériaux qui ne sont pas nécessairement naturels, comme dans le cas du plomb, mais qui, c'est ça finalement, c'est l'influence de cette nature-là qui m'a fait découvrir ça. Comment se situe-t-on aujourd'hui par rapport à la nature? Est-ce que l'homme se perçoit comme faisant partie? Est-ce qu'il se voit à l'extérieur comme quelqu'un qui contrôle? Quelle est la place aussi qu'occupe la nature dans notre paysage contemporain? Dans la ville, on peut parler de mobilier urbain, tellement les arbres sont entourés et tout ça. Et même, bon, on peut parler des parcs nationaux qui sont peut-être des musées naturels ou qui ont remplacé les cathédrales ou les temples dans la forêt.
Les Amérindiens au Québec, dans notre livre d'histoire, c'était 1 ligne et demie peut-être. C'est 8000 ans d'histoire. On recrée des musées de cire en valorisant une culture que nous, comme Canadiens, on n'écoute même pas. J'ai l'effet miroir, en fin de compte, en ayant vécu près de 5 ans avec les Amérindiens. Donc, j'assistais directement à ce conflit culturel-là que nous, Québécois, on a avec ces nations-là. Donc, pour eux autres, ils ont c'est une culture qui est circulaire. Nous autres, on n'a pas appris à contourner les arbres, mais à les abattre. Et on continue toujours. Je joue beaucoup sur l'émotivité. Il y a des gens qui trouvent ça violent, mais moi, c'est comme ça qu'elle sort ma violence. C'est pour ça que je fais de l'art. Sans ça, je serais terroriste, je pense. Et Aïda est obligée d'aller jusqu'à l'UNESCO pour trouver une protection pour les arbres les plus anciens du Canada, qui étaient aussi leur terre avec toute leur culture qui est là. C'est comme si on détruit la mémoire de ces peuples-là. Comme on détruit la mienne à quelque part aussi, puisque on est ici depuis quand même 500 ans. Je travaille avec qu'est-ce qui me bouleverse, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui est dramatique dans moi-même. Et il y a plusieurs personnes qui sont aussi préoccupées par la même chose. C'est ma manière à moi de rejoindre les autres. Notre siècle a été bousculé par d'innombrables remises en question et révoltes, parfois en rupture avec leurs prédécesseurs immédiats, parfois retournant à une tradition plus lointaine, à l'occasion même empruntant à des cultures dites exotiques. Les nombreux mouvements artistiques qui ont parcouru le 20e siècle ont exprimé l'agitation caractéristique de notre époque. À l'aube d'un nouveau millénaire, même si les questions semblent avoir changé de registre, ces artistes nous démontrent que le besoin de questionner et de provoquer demeure. Leur travail manifeste la volonté de préserver une mémoire collective, de respecter et d'enrichir notre environnement. Ils ne cherchent pas à glorifier, mais à indiquer la présence humaine dans ce qu'elle a de plus vrai, de plus vivant, de plus rebelle.